Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité de ce 14 juillet, car nous sommes là, même le 14 juillet. On va revenir sur ce qui s'est produit jeudi et vendredi, alors à la fois sur le fond, après les déclarations d'Arnaud Montebourg pour une politique du redressement économique, mais enfin quand même, ce discours prononcé d'une heure par le ministre de l'économie avait un peu des accents de discours de politique générale. Ça faisait un peu feuille de route pour la France. Ça ressemblait un petit peu à ce qu'un Premier ministre ou un président de la République pourrait tenir comme propos. Il y a toute cette dimension politique qui s'est greffée autour des ambitions économiques présentées par le ministre de l'économie. Donc on verra ce qu'en pensent les invités. Et notamment, Arnaud Montebourg est-il libéral ? Allez savoir. Et puis, les fusions-acquisitions, on va en parler parce qu'on a quand même ce chiffre impressionnant, 84,2 milliards d'euros pour les 6 premiers mois de cette année. C'est le niveau de 2001 avec lequel nous renouons, d'après le cabinet britannique Merger Market. Il y a eu des grosses opérations qui ne se reproduisent pas évidemment tous les mois, notamment SFR Numéricable ou Lafarge-Holcim. Aujourd'hui, Juliette Méadel, bonjour. Bonjour. Elle est secrétaire nationale à l'industrie pour le PS et fondatrice du collectif L'Avenir n'attend pas. Gilles Legendre, bonjour Gilles. Bonjour à tous. Fondateur d'Explora et compagnie, agence d'intelligence et de communication stratégique. Et Stéphane Van Nuffel, bonjour. Bonjour Nicolas. Cofondateur de netinvestissement.fr. Alors, il y avait une petite information que j'avais gardée pour la fin, mais alors ce matin, quand j'ai envoyé le programme, Gilles me dit « Ah, moi j'ai des trucs à dire là-dessus ». C'était une anecdote, vous avez vu ce qui s'est passé sur les lunettes du président. Il a maintenant des lunettes qui viennent du Danemark. Alors, il y a une entreprise fabricant de lunettes de Loire-Atlantique qui a envoyé une monture en cadeau au président de la République pour lui dire mais s'il vous plaît, soyez le porte-parole du Made in France, de la lunetterie française, vous ne pouvez pas porter des lunettes danoises. Enfin, vous connaissez le truc. Pour moi, c'était juste une anecdote pour terminer l'émission quand il nous reste 35 secondes. Et là, Gilles me dit non, j'ai des trucs à dire. Mais la lunette, c'est un produit de très grande consommation et c'est un des rares marchés qui soit sur une croissance exponentielle. Vous avez en France 700 000 presbytes de plus chaque année. Il y en aura 30 millions au début des années 20. Et c'est une tendance normale, j'imagine. C'est une tendance normale, mais c'est un marché extraordinairement porteur. D'où, évidemment, l'agitation du secteur. Dès qu'un marché est porteur, il attire beaucoup d'intervenants et beaucoup de nouveaux venus. Deuxièmement, en France, c'est un marché dans lequel il y a une excellence historique, c'est-à-dire que depuis Descartes, qui n'était pas que philosophe, qui était aussi un spécialiste de l'optique, la France a été leader dans tout ce qui concernait la recherche d'optique. Ça se traduit par l'existence d'une entreprise absolument extraordinaire qui s'appelle Essilor, qui ne fait pas parler beaucoup d'elle, mais qui a en termes techniques un leadership mondial, en termes techniques et économiques d'innovation, un leadership mondial. Là où ça se gâte, et c'est pour ça que périodiquement la lunetterie provoque de la polémique. Elle a été au cœur de la loi Hamon, la lunette. Elle a été au cœur de la loi Hamon de deux manières, en autorisant la vente de lunettes sur Internet, ce qui est une forme de supercherie, car vous ne pouvez vendre sur Internet que des lunettes qui ne nécessitent pas un contact physique entre l'opticien et le porteur de lunettes. On a des technologies visiblement disponibles qui permettent d'aller calculer ces fameux écarts de pupille. Non, pour vraiment les cas de dysfonctionnement de vision extrêmement banal, extrêmement sommaire. Mais ça ne fait qu'une toute petite partie du marché. Aux États-Unis, par exemple, où ça existe depuis longtemps, ça ne fait que 5% du marché. Et donc ça, il y a eu la vente sur Internet. Et puis il y a le plafonnement des remboursements par les mutuelles pour éviter un emballement inflationniste. Et cet emballement inflationniste est un des symptômes du dysfonctionnement du marché. C'est-à-dire que vous avez les grandes chaînes d'optique en France qui vendent à des prix absolument monstrueux des lunettes de qualité souvent très médiocre, c'est-à-dire avec des marges extraordinaires, des marges délirantes, qui leur permettent d'ailleurs de vendre de la réduction. Vous savez que vous avez des opticiens qui vous vendent votre âge en réduction. Vous avez 50 ans, ils vous font 50%. Vous avez 60 ans, ils vous font 60%. J'ai jamais vu ça. Et ils vous donnent la deuxième lunette gratuite. Comme par ailleurs, ils gagnent très bien leur vie, ça signifie qu'ils ont au départ des marges inouïes. Oui, et ce que vous expliquez m'amène sur un terrain où certains essayent de faire un petit peu alors on va pas forcément dire du low cost parce que ça fait mauvaise qualité, mais vous explique aujourd'hui qu'il y a la capacité de vendre des lunettes jusqu'à 10 fois moins cher. Oui. Et ils vous disent, vous vous êtes jamais demandé pourquoi un type qui vous vend 150 € une paire de lunettes vous dit vous mettez 1 € de plus, vous avez 2 paires gratuites. Ça prouve bien que le juste prix de la lunette n'est pas aujourd'hui absolument avéré. Et ça veut dire que les lunettiers ne vendent pas du qualité-prix, mais vendent uniquement du prix, ce qui est absolument anti-économique. Bon, il y a Lunettes pour tous qui s'est lancé, alors je sais pas ce que ça vaut, mais il a ouvert sa boutique et il vous promet des lunettes à 10 € premier prix. Mais il ne parle pas plus de la qualité, et ça c'est intéressant à questionner.
aujourd'hui. Oui, Bon, sur la lunette, là, oui, vous avez le droit si vous voulez. C'est quand même l'argument que vous évoquez, qui est l'argument de la qualité. C'est aussi l'argument des opticiens, qui sont évidemment totalement hostiles à la vente en ligne parce que ça casse une profession qui est une profession réglementée. Ça fait un peu rente, quand même, le truc. nous aurons l'occasion d'y revenir. Oui. Il y a quand même une mécanique qui est évidemment une mécanique d'économie de la rente. Ça ne veut pas dire qu'il faille déréglementer, déréguler sans limite, mais concrètement aujourd'hui, vous allez sur un site internet et vous achetez ne serait-ce que les lentilles de contact. Oui, vous achetez vos lentilles de contact chez votre opticien du quartier et vous achetez vos lentilles de contact sur, je ne dirais pas le nom, mais un site internet qui les vend également, et ça va du simple au double. Il y a quand même une question sur la concurrence, sur le juste prix et sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Absolument. Donc, il faut aussi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi aborder ce sujet, comme l'a fait la loi Hamon, sous l'angle aussi du pouvoir d'achat et sous l'angle du juste prix. Je conteste pas la loi Hamon. Il y a très bonne chose dans la loi Hamon. Je dis juste que le site internet et la lentille de contact est le produit phare du site internet, puisque justement il ne nécessite aucun réglage. Oui, mais donc il y a une question sur pourquoi en bas de chez vous le payez 2 fois le prix de ce que vous payez sur internet. Mais bien sûr. Alors effectivement, le gars qui vous dit je vous vends des lunettes 10 € et il vous dit généralement c'est parce qu'on a quand même inscrit dans la tête des gens qu'une paire de binocles c'était entre 90 et 120, voilà. Et puis donc c'est le prix. Alors on paye le prix. Ça peut monter beaucoup plus. Et ça peut monter beaucoup plus. Dès lors qu'il y a des progressistes. Et Stéphane Van Nuffel, regardez ce débat de la lunette qui s'installe. Pour un 14 non, c'est fantastique. Oui. Ayons un peu de vision. Ayons un peu de vision. Moi, j'en porte pas, donc je suis pas un spécialiste. Il paraît attendez, on m'a dit ça vient super vite. Super vite, on vient. C'est quoi ce qu'on met au bout du nez là quand on a besoin de lire? C'est presbyte? Non, mais ça me dérangerait pas. Ce que je veux dire juste, c'est que 47 ans en moyenne, l'âge du début de la presbytie. J'ai quoi? J'ai 36 mois alors. Ah bah voilà. Ouais. Ça se voit pas, Nicolas. Non, mais moi, Juliette a mis le doigt sur les choses. Enfin, pour moi, c'est de la profession réglementée, donc le juste prix, en fait, il n'existe pas. Moi, je pense que les gens ne savent pas quel est le prix réel des lunettes, et ils découvrent justement avec cette innovation, qu'elle soit internet ou pas, cette innovation intellectuelle de dire, bah voilà, moi, je peux produire des lunettes et gagner ma vie en les vendant tant. On verra s'ils y arrivent, lunettes pour tous. Ça me semble, moi, pour le coup, très très bas. Il y a un gap tellement énorme qui me semble. Il est venu ici, il nous a dit qu'à 10 € il faisait 50% de marge. Oui, mais après voilà. Enfin, Gilles a l'air, c'est sa com, tout ça. Mais Gilles a l'air de dire qu'il faut quand même contrôler la qualité. Moi, je porte pas de lunettes, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, la qualité d'une lunette, de la lunette, à part l'esthétique. Il avait des éléments de réponse. Il vous expliquait, écoutez, nous, effectivement, nos montures, ou je sais plus, les verres viennent de Corée du Sud, des montures. Mais tout le sujet, c'est les verres de contact que disait Gilles Legendre, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est la qualité du verre. L'acheteur de lunettes ne sait pas ce qu'il achète. Quand vous achetez une voiture, vous savez ce que vous achetez. Vous savez si vous achetez une Mercedes ou si vous achetez une Lada. L'homme qui n'est pas un spécialiste peut se faire raconter n'importe quelle histoire par son opticien. Le plus, en plus, c'est couvert par la mutuelle. C'est ça, mais c'est ça. J'ai dit qu'il ne fera pas attention, puisque de toute façon, c'est pas lui qui paye. Il y a un scandale des mutuelles en lunetterie. En plus, bien vu, comment est-ce qu'on fait, on fait plus cher le verre par rapport à la monture pour être dans les clous du remboursement. Mais évidemment que c'est borderline, tout ça. Et puis on passe un peu de lunettes de soleil de temps en temps également à la place, et puis etc. Non, mais il faut avoir conscience. C'est très important. Alors, il y a une moralisation, et le gouvernement, à mon avis, a entamé quelque chose de positif sur ce plan-là, mais il n'est pas allé au cœur vraiment du sujet, qui est la stratégie. Et alors la question, c'est est-ce qu'on se fait rembourser ces lunettes quand elles sont de marque danoise, en fait? C'est ça la vraie question. Je sais pas. Alors là, pour le coup, il a fait une bêtise, Hollande. Attendez, c'est moins grave que beaucoup d'autres, mais celle-ci est quand même dommage. On a véritablement, sur la monture et sur les verres, l'excellence mondiale. Vous êtes président de la République, vous allez vous acheter des lunettes françaises. Oui, c'est vrai que c'est maladroit. Bon. Alors à côté de ça, je finis, on va clore le sujet, mais le gars de Lunettes pour tous, à propos de la qualité, il nous racontait lorsqu'il était venu, c'était chez Stéphane Soumier, il y a environ 2 mois, donc ça va pouvoir se retrouver sur les podcasts de l'émission, que effectivement, les montures viennent de Chine, et il nous a dit, un jour on a reçu un carton par erreur, et on avait des montures de marque dans le carton qui viennent du même endroit. Voilà, enfin, c'est pour nous expliquer que l'excellence française. C'est une très jolie optique, une très jolie illustration de leçon de microéconomie. Juliette Méadel, quand vous avez vu la une du JDD hier, on a commencé à en parler dès vendredi. Alors moi c'est principalement l'aspect éco qui m'a intéressé, mais c'est vrai que l'aspect politique était quand même frappant dans l'intervention d'Arnaud Montebourg. On hésite entre Arnaud Valls et François Montebourg, on ne sait pas vraiment. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et moi j'y étais justement. J'imagine que vous y étiez. Mais je vais vous dire, je suis un peu surprise par l'étonnement généralisé des médias. Pourquoi? Mais non, on n'est pas étonné. Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de la primaire? Souvenez-vous. Oui. Arnaud Montebourg, le troisième homme. Oui. Bon, donc au fond, on est exactement dans la même configuration politique. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui incarne une ligne qui est celle du troisième homme, c'est-à-dire
c'est celui qui n'a pas la majorité, mais c'est celui dont l'apport de voix et le soutien peut infléchir la ligne. Alors, on n'est plus dans cette configuration, puisque, effectivement, il est membre du gouvernement et qu'on sait que le patron, c'est le président de la République. Oui, bon. Mais qu'est-ce qu'on a ? On a quelqu'un qui a eu la subtilité d'incarner cette ligne qui n'est pas tout à fait la ligne du président de la République, mais qui n'est pas non plus rigoureusement à l'inverse de la ligne qui est portée par le président de la République. Et qui n'est pas du tout la ligne du troisième homme de la primaire. On a quelques éléments. Ah bah oui, non mais. Oui, mais enfin, je veux bien. Vous faites abstraction du fait. Excusez-moi, mais. Attendez, pas ensemble. Non mais attendez. Excusez-moi. Il était candidat à la primaire de la gauche et il est juste ministre de l'économie. Il ne vous a pas échappé que entre temps, il a quand même changé de casquette. On peut dire n'importe quoi avant, c'est plus dur après. Mais ça n'est pas n'importe quoi. Il est naturel et on attend ça de lui. Il est ministre de l'économie, donc on attend de lui précisément qu'il soit capable de faire le job. Il ne va pas nous faire la démondialisation et le méchant chinois maintenant qu'il est ministre de l'économie. Mais bien sûr que non, mais heureusement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est toujours là. C'est ce qui s'était produit lors de la. Je vous raconter une anecdote. Il était candidat à la primaire et il avait fait son grand show sur la démondialisation. Et moi, je le croise à BFM TV. Il était l'invité de Jean-Jacques Bourdin un matin. Il y a que nous dans le petit bureau à 8h15 quand il arrive. Et il me dit délicatement, parce que j'étais là, il me dit il n'y a pas de café. Et je lui dis non, monsieur Montebourg, on a arrêté parce qu'il est de Colombie. Ça l'a fait rire quand même. Et c'était entre nous. Mais voilà, c'est plus bon, d'accord, c'est plus du tout ça. Non. Mais bon. Alors là, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y a quand même des éléments de diagnostic qui portent sur, et donc c'est là qu'on voit une légère inflexion par rapport au diagnostic qui est effectivement le diagnostic qu'on entend aujourd'hui dans la majorité, c'est l'idée qu'au fond, la croissance commence à se ralentir parce que le rythme de la consolidation budgétaire est allé trop rapidement. Et c'est d'ailleurs ce qu'effectivement on dit le FMI, l'OCDE, etc. Donc ça sont des éléments de diagnostic un peu divergents, mais au fond, qu'est-ce qu'on constate ? L'affaire des 50 milliards d'euros d'économie n'est pas remise en cause, puisque c'est en effet le pacte de responsabilité, c'est ce sur quoi s'est engagé le gouvernement et la majorité, puisqu'il faut absolument qu'on réussisse à gagner une crédibilité. Ce qui m'a frappé, c'est que le ministre de l'économie décrète qu'on fera un tiers. Ça, j'ai été frappé, mais enfin bon... Pour le moment, en tout cas, pour le moment, c'est pas ça. C'est-à-dire que pour le moment, la ligne qui est la ligne de la majorité, c'est pas le un tiers. Mais ce faisant, en jetant sur la place publique la question du un tiers, il ouvre un débat qui va nous permettre d'avancer un peu plus, nous, aux universités d'été de La Rochelle, au Parti Socialiste dont je suis, puisqu'effectivement, ça pose la question de la répartition de la valeur. Ça fait bien plus de 2 ans, Nicolas. Si vous saviez. Ça fait bien plus de 2 ans. Très agréable, La Rochelle. On va mais on va avoir des débats de fond. D'accord. Non, mais on va avoir des débats de fond. Je rappelle, pour faire réagir, le un tiers pour les ménages, un tiers pour les entreprises, un tiers pour la réduction du déficit. Et clairement, dans son intervention, Arnaud Montebourg dit oui, les 3%, on oublie, c'est terminé, ça, on n'y sera pas. Voilà, il les met vraiment de côté. Bon alors, on fait réagir, mais on n'a pas terminé sur ce sujet. Le troisième homme, alors il y a le troisième homme d'avant 2012, le troisième homme de 2014. Moi, bon, j'aime bien le parallèle. Comment est-ce que vous avez vécu l'aspect positionnement politique du personnage? Alors, sur le plan strictement politique, c'est intéressant. On voit qu'il cherche. Ça fait 2 ans qu'il cherche. Il tâtonne, il se cogne contre le truc, il revient, il ne lâche rien. Il essaye d'exploiter une situation qui, en France, est caractérisée par un déficit de volontarisme politique évident. On a eu 5 ans de Sarkozy qui hystérisait la politique française. On vient d'avoir 2 ans d'Hollande qui a quand même tendance à l'anesthésier. Les deux amenant, avec des voix très différentes, à une forme d'impuissance en politique qui est un peu désespérante. J'admets. Et donc, lui... On voit Montebourg, alors, il a une forme qui parfois est exaspérante, une sorte de panache un peu désuet d'ailleurs par moment, mais quand même assez de talent, assez de charisme. C'est la star quand même, vraiment. Assez efficace. Moi, j'adore. Et on voit, non mais comme tout le monde. Oui, mais vous décrochez pas quand il commence. Oui, mais si vous voulez, attendez, on a adoré, ou en tout cas on a admiré l'artiste de Sarko pendant les premiers mois. C'est vrai aussi. Le 14 janvier 2007, Sarko avait fait un discours absolument étourdissant. On a adoré Hollande au Bourget. Tout ça, faut se méfier. On aime tellement la politique en France qu'on cède assez facilement aux figures de style. Et en termes de figures de style, Montebourg est un artiste. Mais je trouve que l'idée de se dire on peut plus en rester là, soit dans l'hystérie politique, soit dans l'anesthésie politique, ce qui est notre programme depuis 7 ans, je trouve que c'est intéressant. Par ailleurs, il appuie sur quelque chose qui honnêtement
est un peu techno, savoir si on fait 3/3 ou si on fait 50, 10, etc. C'est pas ça qui va redonner profondément sa dynamique à l'économie française. Mais il est habile parce qu'il le fait sur un vrai sujet de fond et qui est en plus un sujet transpartisan. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la droite est pour encore plus de rigueur économique et budgétaire et la gauche pour ouvrir les vannes. Alors là, je suis en total désaccord avec vous. Total désaccord. Est-ce que vous avez lu les... Avant d'être en désaccord, laissez-moi terminer. Puis on va quand même laisser réagir Stéphane. C'est gentil. Il essaye d'être sur la corde raide, c'est-à-dire, comme l'a très bien dit Juliette, moi je suis beaucoup plus pacifique qu'elle, il ne remet pas en cause les 50 milliards, qui sont quand même l'acte fondateur d'une conception de la rigueur budgétaire qui est quand même assez audacieuse, assez ambitieuse, en tout cas inédite, assez courageuse, et il ouvre le débat sur leur affectation. Mais globalement, il n'est pas dans un élément de rupture de politique économique. Bon, Stéphane Von Lippel. Moi, je vais répondre à votre question, qui n'est pas de parler du fond, mais de parler... Et le fond m'intéresse énormément aussi. Voilà, mais c'est fait. Là, et puis je pense que Juliette a d'autres trucs à rajouter. Moi, je vais rester sur Arnaud Montebourg, parce que c'était votre question. Mais moi, il y a 3 choses que j'ai remarquées, puis que je remarque depuis longtemps sur Arnaud Montebourg. C'est pas moi qui vais lui en vouloir d'être agile et d'être flexible. Parce que pour moi, la flexibilité en économie, dans la vie, d'esprit, etc., est une chose intéressante. Donc il est flexible. C'est-à-dire qu'en fait, le Arnaud Montebourg de 2011-2012 n'est pas le Arnaud Montebourg de 2014. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Même le Arnaud Montebourg, il y a 3 mois, parce qu'il était pro-cartel télécom, maintenant il veut de la concurrence. Ça, là, je commence bien. Je commence sympa. D'accord. Voilà, je suis comme vous, je trouve sympa, il est marrant, le type est bien. Il est en train d'acheter la bienveillance de Juliette, c'est manifeste. Non, mais voilà. Parce que moi, je commence. C'est pas fini. Je commence toujours comme ça. De toute façon, elle aura la et le journal pour réfléchir. Je commence toujours comme ça. Après, derrière, 2 secondes quand même sur l'histoire des 3/3. Et là, je suis pas forcément d'accord avec Gilles, parce que justement, il a choisi un très bon angle. C'est que là, en gros, il explique que tout le monde va participer, que la France se relève, qu'on est tous ensemble et que chacun va avoir sa part, à la fois de responsabilité, de souffrance, etc. Et de redistribution. Ensemble, etc., etc. Et sur le modèle actuel, et on l'a vu encore hier avec l'Allemagne qui gagne la Coupe du Monde, quand on est tous ensemble, qu'il n'y a pas de stars, qu'il n'y a pas de gens qui suivent, que le travail est fait de façon collective, mais en ayant des individualités fortes et qu'on reconnaît que chacun a sa responsabilité, ça marche. 3e point, et là je finirai là-dessus, là où moi je suis moins transcendé que Nicolas, qui apparemment nous a déclaré sa flamme pour Arnaud Montebourg, c'est que tout ça, moi, me dérange profondément, parce que on sait que c'est un type très intelligent, et que donc tout ça n'a absolument aucun fond. C'est-à-dire que moi je crois malheureusement qu'une fois encore, il fait partie de ceux qui ne croient pas dans ce qu'il est en train d'expliquer. C'est-à-dire que là, il a trouvé la 3e voie, parce qu'il y a Hollande, il y a Valls, et que pour exister, il faut qu'il prenne cette voie. Alors, on commence même à dire, est-ce qu'il serait pas un peu trop libéral? Arnaud Montebourg. Enfin, vous voyez, et donc les gens commencent à se dire, il est en train de prendre une voie d'un libéralisme un peu de gauche, un peu intelligent et pragmatique. Moi, ça me dérange parce que je suis pas sûr de la sincérité, et là, ça fait mal beaucoup aux Français quand ils se réveillent le lendemain. On se retrouve dans une dizaine de minutes. C'est parti.